Lorsque la nouvelle a éclaté, affirmant que le fils d'El Chapo avait transmis un message depuis la garde des États-Unis, beaucoup ont cru à une énième rumeur. Puis la vidéo est arrivée. Un message qui semblait irréalisable, et pourtant d'une authenticité troublante. Les gouvernements se sont précipités pour analyser l'origine, confirmer la position. Même les journalistes ayant suivi le cartel durant des années ont admis n'avoir jamais été confrontés à quelque chose d'aussi déroutant. Parce que ce n'était pas une menace. C'était la déclaration d'un homme que le monde avait totalement sous-estimé. Et cela révélait qu'il était loin d'en avoir terminé. Le silence avant le message. Les nouvelles ont éclaté à la télévision et sur les réseaux sociaux indiquant qu'Ovidio Guzmán López, l'un des fils d'El Chapo, avait plaidé coupable devant un tribunal des États-Unis et était maintenant enfermé dans une installation fédérale dont personne ne voulait confirmer l'emplacement. Pendant des années, sa capture a été le rêve des autorités américaines et le cauchemar du cartel de Sinaloa. Beaucoup pensaient que c'était la fin d'un empire ensanglanté qui avait dominé le commerce de la drogue au Mexique pendant des décennies. Les journalistes l'ont appelé le dernier chapitre de l'héritage d'El Chapo. Mais ils se trompaient. Ce qui est venu ensuite n'était pas la fin, mais un avertissement. En quelques jours, des messages chiffrés sont apparus sur des chaînes de cartels cachées dans des groupes Telegram et Signal. Les utilisateurs parlaient en code, répétant sans cesse la même phrase. Le message a été enregistré avant d'être intercepté. Personne ne savait ce que cela signifiait. Des captures d'écran ont commencé à se répandre sur les forums utilisés par les revendeurs, mercenaires et détectives privés. Les images montraient quelque chose que personne n'attendait. Elles laissaient entendre qu'Ovidio avait filmé une vidéo peu avant que les agents américains ne le placent en détention. L'impact a été immédiat. Tout le monde comprenait l'importance de tout ce qu'Ovidio enregistrait. Pour comprendre pourquoi cette vidéo semblait si dangereuse, le monde devait se souvenir du vide laissé par El Chapo. Lorsqu'il a été enfermé à ADX Florence, la prison de très haute sécurité au Colorado, ses fils ont tout hérité. Ils étaient 4 hommes élevés dans la violence qui considéraient l'empire de leur père comme un droit de naissance. Chacun était plus impitoyable, plus instruit et plus doué technologiquement que leur père ne l'avait jamais été. Ils ne se cachaient pas dans les montagnes et ne transportaient pas de drogue dans des camions. Ils utilisaient des serveurs cryptés, des drones sur mesure et l'intelligence artificielle pour déplacer des produits chimiques et de l'argent liquide à travers le monde sans laisser de traces. Le monde pensait que la capture d'El Chapo avait mis fin au cartel de Sinaloa. En réalité, cela n'a fait que lui enlever son visage. Tandis qu'Ovidio disparaissait dans la garde des États-Unis, des rapports ont émergé indiquant que 17 de ses proches ont été discrètement placés sous ce que les autorités appelaient la protection judiciaire. En termes simples, cela signifiait qu'ils étaient secrètement déplacés aux États-Unis, recevaient de nouvelles identités et étaient cachés du public. Le programme de protection des témoins a pour but de protéger les personnes lorsqu'elles coopèrent avec le gouvernement. Mais dans ce cas, personne n'a confirmé pourquoi ils avaient été emmenés ou ce qu'ils savaient. Il n'y avait aucun document judiciaire public et aucune déclaration officielle. Leurs noms ont simplement disparu de la base de données de la population du Mexique du jour au lendemain. On aurait dit que le gouvernement les cachait, mais personne ne pouvait dire à qui. Certains croyaient qu'ils avaient accepté de témoigner contre le cartel. D'autres murmuraient qu'ils n'étaient pas du tout des témoins, mais faisaient partie de quelque chose de plus grand. Et si on ne les protégeait pas, mais qu'on les préparait pour une mission? Le timing était trop parfait. Toute la famille a disparu la même semaine où les rumeurs du message enregistré ont commencé à se répandre en ligne. Peu de temps après, une capture d'écran a fuité depuis un serveur basé en Californie. Elle montrait un fichier vidéo intitulé mensagealmundo.mp4, c'est-à-dire « message au monde ». Les métadonnées suggéraient qu'il avait été créé après qu'une vidéo soit déjà entre les mains des États-Unis. C'était impossible, ou du moins cela aurait dû l'être. Des experts ont déclaré que le fichier était faux, mais les forces de l'ordre ont admis en privé que l'horodatage semblait authentique. Si c'était vrai, cela signifiait que quelqu'un envoyait un message depuis les États-Unis pour le compte de la lignée d'El Chapo. Le ton des murmures changea. Il ne ressemblait plus à des rumeurs. Il sonnait comme un compte à rebours. Dès la 2e semaine, après le plaidoyer d'Ovidio, la panique s'était répandue à Culiacán et à Mexico. Des civils ont parlé de véhicules sans plaques tournant autour des quartiers. Les journalistes ont reçu des emails anonymes les avertissant de ne pas écrire à nouveau sur la famille Guzmán. Les bureaux gouvernementaux de Sinaloa ont été évacués après des menaces de bombes. Personne ne savait si ces actes étaient liés, mais tout le monde le croyait. Quelque chose arrivait, et personne ne savait d'où cela venait.
avant que le monde ne puisse comprendre ce que ce message signifiait vraiment. Il devait se rappeler où le véritable pouvoir avait commencé. Il ne commençait pas avec El Chapo. Tout a commencé avec le fantôme qui n'a jamais été attrapé. Le fantôme derrière le trône, El Mayo Zambada. Pendant des décennies, les gens ont cru que Joaquín El Chapo Guzmán était le cerveau derrière le cartel de Sinaloa. Ils avaient tort. Le véritable architecte était un homme que peu de personnes en dehors du monde de la drogue ont vu ou entendu. Il s'appelait Ismael El Mayo Zambada. Il était plus âgé, plus discret et bien plus dangereux. El Mayo était un ancien agriculteur de Sinaloa qui a gravi les échelons du trafic de drogue dans les années 1970 pour devenir l'un des trafiquants les plus puissants et secrets du Mexique. Il gérait les routes de l'argent du cartel, les cargaisons de cocaïne et les contacts politiques, tout en laissant El Chapo sous les feux des projecteurs. Alors qu'El Chapo a bâti sa renommée par la violence et la une des journaux, El Mayo a construit un empire dans l'ombre. Pendant près de 50 ans, il a échappé à la capture, aux arrestations et même aux enquêtes sérieuses. C'était comme s'il n'existait pas. Aucune photo claire, aucune empreinte digitale vérifiée et aucune adresse confirmée n'ont jamais été trouvées. Il est devenu une légende murmurée parmi les trafiquants, les soldats et les politiciens. Les gens disaient qu'El Mayo avait quelque chose qu'aucun autre baron de la drogue ne possédait, une invisibilité totale. El Mayo n'était pas un homme qui se vantait de son pouvoir, il le contrôlait. Grâce à des messages soigneusement codés et un vaste réseau de parents et de coursiers fidèles, il gérait des opérations à travers le Mexique, les États-Unis et l'Amérique centrale. Les responsables gouvernementaux l'appelaient le fantôme du cartel. Chaque ordre qui venait de lui passait par plusieurs couches de fidèles pour qu'on ne puisse jamais remonter jusqu'à lui. Il utilisait les mariages, les funérailles et les festivals locaux pour faire passer des informations. Lorsqu'un lieutenant tombait, un autre parent le remplaçait discrètement. Chaque geste était planifié pour masquer sa présence. Avec le temps, les enquêteurs et plusieurs membres du cartel ont commencé à comprendre que l'immunité d'El Mayo provenait d'ententes secrètes avec des personnalités influentes de l'armée mexicaine et même des services de renseignement américains. D'anciens agents ont affirmé qu'El Mayo avait fourni des informations sur des cartels rivaux en échange d'être laissé tranquille. Certains ont dit qu'il détenait des documents de chantage sur des politiciens, des généraux et même des commandants de police. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles des dossiers montraient qu'El Mayo avait un jour aidé la DEA à suivre les expéditions d'autres cartels, tout en poursuivant ses propres opérations, sans être inquiété. Rien n'a jamais été prouvé, mais trop d'agents ont admis discrètement la même chose. El Mayo était intouchable parce que quelqu'un au plus haut niveau le voulait ainsi. Avec les années, la légende d'El Mayo a grandi. Des histoires le décrivent comme un homme capable de traverser des villes sans garde, car tout le monde avait trop peur de le regarder. On disait qu'il se déplaçait entre des refuges de montagne et des propriétés de luxe la même semaine, toujours un pas devant les drones gouvernementaux et les informateurs du cartel. Ces drones étaient de petits avions utilisés par l'armée mexicaine et les forces américaines pour localiser et suivre les chefs des cartels depuis le ciel. Ils pouvaient scanner les véhicules, les maisons et les jungles avec des caméras et des capteurs thermiques. Pourtant, El Mayo semblait toujours disparaître quelques minutes avant leur arrivée, comme s'il connaissait leur trajet à l'avance. Certains prétendaient même qu'il changeait d'apparence tous les quelques mois grâce à des opérations chirurgicales et à de faux passeports pour rester caché. Que ces histoires soient vraies ou non, elles ont alimenté le mythe d'un homme qui a survécu à tous les autres barons de la drogue au Mexique. Mais en 2024, ce mythe s'est effondré. El Mayo a finalement été capturé, mais pas par l'armée, pas par la DEA et pas par une force gouvernementale quelconque. Selon des dossiers judiciaires divulgués et des messages interceptés, l'un des propres fils d'El Chapo l'a trahi. Joaquín Guzmán López, le plus discret et secret des frères, aurait livré la localisation d'El Mayo aux autorités américaines en échange de sa propre protection. La nouvelle s'est répandue à Sinaloa comme un feu de forêt. Certains soldats du cartel ont juré de se venger, tandis que d'autres ont changé de loyauté du jour au lendemain. Les anciennes alliances qui avaient maintenu l'organisation ensemble pendant des générations ont commencé à se fissurer. C'est au milieu de ce chaos qu'un élément encore plus troublant a émergé. Une vidéo enregistrée par Ovidio Guzmán a commencé à circuler dans des canaux privés. Et ce qu'il a dit dans cet enregistrement est devenu l'information la plus redoutée au sein du cartel. Personne ne comprenait comment cela allait transformer la guerre qui approchait. Mais tout le monde savait une chose. À partir du moment où cette vidéo est apparue, rien dans l'organisation de Sinaloa ne serait plus jamais pareil. Une nouvelle sorte de guerre allait arriver.
non pas entre cartels rivaux, mais entre frères élevés sous le même empire. Les princes d'un empire de sang. Rencontrez les 4 fils qui ont transformé le cartel de leur père en quelque chose de plus froid et bien plus mortel. Chaque frère est un visage différent de la même machine. Chacun joue un rôle qui maintient l'empire en vie. Ivan Archivaldo est le fils actif le plus âgé. Il se comporte comme un seigneur de guerre célèbre. Il a exhibé sa richesse en ligne dans le passé. Il pose avec des camions blindés et des montres rares. Il veut que le monde le considère comme intouchable. Les personnes proches de lui disent qu'il prend des décisions pour prouver qu'il est le roi. Josué Alfredo est l'homme de main. Il commande des équipes de sicarios. Sicarios signifie tueur à gages du cartel. Il s'occupe de la sécurité, des enlèvements et des représailles. Il donne des ordres qui décident de qui vit et de qui meurt. Il ne fait pas confiance aux étrangers. Il ne fait souvent pas confiance non plus aux initiés. Son monde est fait de tests de loyauté, d'appels codés et d'exécutions rapides. Il est le frère que les autres hommes craignent de décevoir. Ovidio, connu sous le nom d'El Raton, la souris, était à l'origine le fils plus discret. Il gérait l'argent, supervisait la production de drogue et évitait d'attirer l'attention. Cela a changé en octobre 2019 lorsque des soldats mexicains l'ont capturé dans la ville de Culiacán. L'opération faisait partie d'un effort commun avec les autorités américaines pour l'extrader pour trafic de fentanyl. Mais en quelques minutes, des centaines de combattants du cartel armé ont encerclé la ville. Ils ont bloqué les routes avec des camions en feu, ouvert le feu sur la police et les soldats, et pris des otages. Ils ont même attaqué des logements militaires où vivaient les familles des officiers. Pendant des heures, Culiacán s'est transformé en zone de guerre. Les civils se cachaient chez eux alors que les balles fusaient dans les rues. La demande du cartel était claire. Libérer Ovidio ou regarder la ville brûler. Le gouvernement mexicain, dépassé et en infériorité numérique, a pris une décision choquante. Ils l'ont libéré pour arrêter le bain de sang. Des vidéos de convois de cartels célébrant sa liberté ont circulé en ligne. Et Ovidio est devenu un symbole d'humiliation pour l'État et de pouvoir pour le cartel. L'incident a prouvé que le gouvernement ne pouvait pas contrôler le Sinaloa. Et Ovidio est devenu un rappel vivant de cette vérité. 4 ans plus tard, en 2023, il a été capturé à nouveau après une autre confrontation violente et finalement extradé vers les États-Unis. Cette deuxième arrestation a mis fin à sa liberté, mais a commencé une guerre beaucoup plus profonde, celle que ses frères mèneraient ensuite. Joaquín Guzmán López est le frère discret qui gère l'argent. Il apparaît rarement en public ou sur les vidéos du cartel. Son travail consiste à déplacer de l'argent, gérer les fournisseurs de produits chimiques et s'occuper de la gestion de la production. Il organise les paiements aux transporteurs, rémunère les fonctionnaires et supervise le flux de drogue et de bénéfices. Les personnes au sein du cartel disent qu'il est calme, prudent et toujours en train de réfléchir à plusieurs étapes d'avance. Beaucoup de personnes à l'intérieur de l'organisation croient que Joaquín a commencé secrètement à communiquer avec des agents fédéraux américains pour se protéger, alors que la pression sur le cartel augmentait. Cela pourrait avoir impliqué de partager des informations sur des trafiquants rivaux, des planques ou des circuits d'argent en échange de charges réduites ou de protection. Aucun document officiel ne le confirme, mais des rumeurs à Sinaloa prétendent que Joaquín a coopéré discrètement tout en feignant de rester fidèle à ses frères. Ces soupçons deviendront plus tard centraux dans l'histoire. Ensemble, ses frères ont fait un choix froid. Ils se sont éloignés des routes classiques de la cocaïne en tant que moteur principal et ont construit un empire de drogue synthétique. L'élément clé était le fentanyl. Le fentanyl est un opioïde fabriqué en laboratoire qui est environ 50 fois plus puissant que l'héroïne. Il n'a pas besoin de grandes exploitations agricoles. Il faut des produits chimiques. Ces produits chimiques sont appelés des précurseurs. Beaucoup viennent de fournisseurs étrangers, souvent par l'intermédiaire d'exportateurs chinois et de courtiers. Les frères mettent en place de petits laboratoires cachés. Ces laboratoires sont faciles à déplacer lorsque la police s'approche. Un petit envoi peut produire des millions de doses. Cela signifie moins de risques aux frontières et plus de profit par kilogramme que la cocaïne ou l'héroïne. Le fentanyl a complètement changé le commerce parce qu'il est bon marché à produire, facile à transporter et extrêmement puissant. Un kilogramme peut être dilué en centaines de milliers de pilules ou de sacs de poudre. La différence entre un effet puissant et une overdose mortelle n'est que de quelques milligrammes. Les frères Guzmán ont vu cela et ont changé leur approche. Ils ont cessé de penser comme des trafiquants de rue et ont commencé à opérer comme des fabricants. Ils suivaient la production, l'emballage et la distribution de la même manière qu'une entreprise légale suit la production et les bénéfices. Lorsque les décès par overdose ont augmenté, ils l'ont vu comme une partie du business, pas comme un avertissement. Si un marché devenait trop dangereux, ils déplaçaient les expéditions vers un autre.
Lorsqu'une route était fermée, ils ouvraient de nouvelles entreprises sous de faux noms et continuaient le commerce. Au sein de la famille, la tension montait. Les frères ne se battaient pas seulement contre des rivaux ou la police. Ils commençaient à se méfier les uns des autres. Tout le monde savait déjà que l'un d'eux avait parlé aux agents américains, mais personne ne savait exactement combien il avait révélé ou quel accord il avait passé. Certains membres du cartel ont affirmé que des réunions secrètes avaient eu lieu bien avant la capture d'Ovidio. D'autres ont dit que des promesses de protection et de peines de prison réduites avaient été offertes si un frère aidait les autorités. Personne ne pouvait rien prouver, mais le simple soupçon suffisait à semer le chaos. Dans leur monde, même une rumeur pouvait coûter la vie à quelqu'un. Chaque frère observait les autres avec attention, craignant que la prochaine trahison ne vienne de l'intérieur de la famille. Cette peur allait bientôt devenir réalité. Ce qui avait commencé comme une méfiance silencieuse allait exploser en une guerre ouverte, préparant le terrain pour le chapitre le plus sanglant de l'histoire du cartel de Sinaloa. La trahison qui a déclenché une guerre. Juillet 2024 a commencé comme n'importe quel autre été chaud à Sinaloa, mais en quelques jours, tout l'État serait en flammes. Cela a commencé par une réunion secrète censée apporter la paix. Joaquín Guzmán López, le frère discret connu pour gérer l'argent et les négociations, l'a organisé. Il a invité Ismael El Mayo Zambada pour discuter d'une supposée trêve entre la famille Guzmán et la faction de Zambada, un réseau puissant de trafiquants vétérans, de chefs de logistique et de fonctionnaires corrompus qui sont restés loyaux à El Mayo depuis les années 1980, contrôlant les routes à travers la Basse-Californie et les montagnes du Durango. La réunion devait se tenir dans les montagnes, à l'extérieur de Culiacán, avec un gouverneur local censé servir de médiateur. Tout le monde pensait que c'était un premier pas prudent vers la fin des années de tension au sein du cartel de Sinaloa. Mais ce que personne ne savait, c'était que la réunion elle-même était un piège. Selon des témoignages apparus plus tard, El Mayo est arrivé avec seulement quelques gardes. Des témoins ont dit que l'ambiance était calme au début, puis quelque chose a mal tourné. En moins d'une heure, les hommes d'El Mayo ont remarqué qu'il était désorienté. On lui a donné une boisson, et peu après, il s'est effondré. Des coups de feu ont éclaté, alors que ses gardes du corps tentaient de résister. El Mayo a été embarqué sur un jet privé à une piste d'atterrissage à proximité, et transporté directement au Texas. À l'atterrissage de l'avion, les agents fédéraux américains étaient déjà sur place. Les autorités américaines ont affirmé qu'il s'était rendu volontairement. Sa famille et ses fidèles ont déclaré qu'il avait été enlevé et livré. La trahison a provoqué une onde de choc dans le milieu criminel mexicain. El Mayo était intouchable depuis près de 50 ans. Pour ses partisans, il était impossible de croire qu'un Guzmán avait fait cela. Mais les preuves pointaient directement vers Joaquín. Des rapports divulgués ont suggéré que les États-Unis étaient au courant de l'opération à l'avance et pourraient avoir promis l'immunité à Joaquín en échange de sa coopération. Des initiés du renseignement mexicain ont affirmé que Washington le pressait depuis des mois. Son frère Ovidio était déjà en détention aux États-Unis. Il semblait maintenant que Joaquín avait choisi de se sauver lui-même. Les répercussions furent immédiates. En moins de 48 heures, les loyalistes d'El Mayo, connus sous le nom de La Maïza, déclarèrent la guerre aux Chapitos, les fils d'El Chapo. Des convois d'hommes armés envahirent les villes de Sinaloa. Des fusillades éclatèrent à Culiacán, Mazatlán et Guamuchil. En seulement 3 mois, 129 personnes ont été confirmées mortes et des centaines d'autres ont disparu. Au milieu du chaos, un autre décès a alimenté la suspicion du public. Cette même semaine, Héctor Melesio Quinojeda, une figure politique respectée et ancien directeur de l'Université autonome de Sinaloa, a été abattu dans une station-service. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'un vol. Les habitants n'étaient pas convaincus. Des murmures se sont répandus selon lesquels il avait assisté à la réunion soi-disant pacifique et avait appris quelque chose qu'il n'aurait jamais dû entendre. Aucune preuve n'a jamais établi ce lien, mais le timing était trop proche pour être confortable. La trahison a brisé l'alliance qui tenait autrefois le cartel de Sinaloa ensemble. L'acte de Joaquín n'a pas seulement déclenché une guerre, il a semé la méfiance au sein de sa propre famille. Les frères combattaient toujours ensemble, mais leur loyauté mutuelle n'était plus assurée. Et cette nouvelle guerre ne se battrait pas uniquement avec des balles. Les fils étaient sur le point de transformer la technologie elle-même en arme. La guerre par drone, le cartel s'initie à la guerre moderne.
La trahison qui a déchiré l'empire de Sinaloa n'a pas pris fin avec des villes incendiées et des fusillades. Elle a propulsé la guerre dans une nouvelle phase pour laquelle personne au Mexique n'était préparé. Après que Joaquin ait livré El Mayo et que la faction Zambada ait éclaté de rage, les deux camps ont commencé à se battre comme si plus rien n'importait. Les autorités mexicaines avaient déjà découvert de petits ateliers de drones liés au cartel. Ces drones transportaient des explosifs improvisés et étaient utilisés dans des attaques disséminées. Mais une fois la guerre civile commencée, la technologie a changé presque du jour au lendemain. Les enquêteurs et les journalistes ont remarqué que les attaques sont devenues plus précises, mieux coordonnées et beaucoup plus fréquentes. Des gens ont dit que les frères avaient commencé à copier des tactiques utilisées en Ukraine et au Moyen-Orient. Ces affirmations n'ont pas été confirmées par les autorités, mais beaucoup y ont cru, car les attaques semblaient soudainement réalisées par des opérateurs formés, et non par des criminels de rue. L'idée que les frères avaient engagé des entraîneurs étrangers se répandit rapidement à travers Sinaloa, et personne ne put vraiment la rejeter. Les premiers drones ciblèrent les repères de Zambada et les maisons sûres. Des explosifs furent largués à travers les toits ou sur des véhicules en mouvement à grande vitesse. Des vidéos montraient des complexes entiers se disloquant, tandis que des civils observaient de loin. En réponse, des rumeurs circulaient selon lesquelles la faction Zambada tentait de développer son propre programme de drones. Que cela soit vrai ou non, la peur commençait à se répandre dans chaque ville prise entre les deux camps. Il n'importait plus qui contrôlait quel quartier. Le ciel était devenu le champ de bataille, et les machines ne manquaient jamais leur cible. Les familles ont commencé à quitter leur domicile après avoir entendu des drones bourdonner la nuit. Certaines écoles ont fermé parce que des explosifs sont tombés trop près des salles de classe. Les responsables n'ont pas publié de chiffres exacts, mais les journalistes locaux ont documenté de longues files de familles fuyant les villes rurales avec tout ce qu'elles pouvaient emporter. Ils ont décrit le même moment terrifiant. Ils ont dit que l'air émettait un bourdonnement avant qu'une explosion n'atteigne le sol. Les analystes de la sécurité ont déclaré que certains drones étaient équipés de caméras améliorées avec vision nocturne. Quelques sources anonymes ont affirmé qu'il y avait eu des tentatives d'intégrer des programmes de reconnaissance simples, bien qu'aucune preuve n'ait été fournie. Ces rapports se sont répandus car chaque nouvelle attaque semblait plus ciblée que la précédente. Les civils se sentaient piégés. Ils n'avaient plus peur des hommes armés à moto. Ils redoutaient les bruits au-dessus de leur tête. Cela ne ressemblait plus à un conflit de cartels. Cela semblait être une nouvelle forme de terrorisme façonnée par la technologie et le désespoir. Et tandis que le Mexique observait le ciel, les États-Unis croyaient avoir enfin le contrôle de leur fils le plus dangereux. Cette croyance s'est brisée au moment où Ovidio a pris la parole au tribunal. La vidéo glaçante au monde entier. Pendant des mois, les États-Unis ont cru que la guerre au Mexique était sur le point de s'effondrer. Les responsables ont déclaré que l'arrestation et l'extradition d'Ovidio Guzmán López signifiaient que le cartel avait perdu son symbole le plus fort. Lorsqu'il a comparu devant un tribunal à Chicago et a plaidé coupable, les journalistes ont annoncé que l'empire de Sinaloa était terminé. On aurait dit le dernier chapitre. Les appareils photos crépitaient, les procureurs souriaient. Les commentateurs ont dit qu'Ovidio n'avait pas d'autre choix que de se rendre. Cette conviction n'a duré que quelques heures. La première alerte est apparue sur une application de messagerie chiffrée. Cela montrait une seule ligne, indiquant qu'un message était arrivé. En quelques minutes, une vidéo a commencé à se répandre sur les canaux du dark web et les groupes privés chiffrés. Les analystes ont ensuite confirmé que le téléchargement provenait d'un endroit inconnu à l'intérieur des États-Unis. Personne ne comprenait comment un homme retenu dans une installation fédérale pouvait communiquer avec le monde extérieur. Mais la vidéo ne laissait pas de temps pour les questions. Les images s'ouvraient sur un grand entrepôt qui semblait abandonné. La seule lumière provenait d'une lampe suspendue au-dessus d'une table en bois. Plusieurs hommes masqués se tenaient derrière, totalement immobiles. Devant eux se dressait ce qui ressemblait à un hôtel recouvert des drapeaux du Mexique et des États-Unis. Une silhouette restait juste en dehors de la lumière, le visage caché. Lorsqu'il a commencé à parler, la voix semblait déformée, mais le rythme des mots correspondait aux enregistrements connus d'Ovidio. Le message était simple et terrifiant. Il a dit que le monde croyait qu'il était un prisonnier, puis il a ajouté que le cartel était déjà à l'intérieur des murs des États-Unis. La vidéo est ensuite passée à des images de drones survolant une petite ville frontalière américaine au milieu de la nuit. Un horodatage en direct est apparu dans le coin, indiquant la date et l'heure exacte de l'enregistrement de la caméra. Les voitures circulaient normalement dans les rues, en dessous, inconscientes de toute situation inhabituelle.
Le mouvement du drone était stable et précis, un contrôle que seule une personne vraiment entraînée peut posséder. Cette séquence unique a envoyé le message que le cartel voulait. Leur influence ne se limitait plus à Sinaloa. Ils opéraient sur le sol américain et ils voulaient que tout le monde le sache. La vidéo s'est terminée par une image d'un emblème en flammes, en forme de marque autrefois utilisée par El Chapo. Un simple cercle noir avec un scorpion au centre, qui apparaissait sur ses anciens envois et messages codés. En dessous, les mots « Opération Renaissance » étaient inscrits. Puis, tout devint noir. En quelques minutes, les responsables ont nié que la vidéo était réelle. Ils ont dit qu'elle avait été modifiée. Ils ont dit que c'était une invention. Les équipes de criminalistique numérique n'étaient pas d'accord. Elles ont confirmé que le téléchargement initial provenait des États-Unis et qu'aucune partie audio ou visuelle ne montrait de signes de construction artificielle. Les autorités ont tenté de retrouver la source, mais le fichier a disparu après 17 minutes et a été remplacé par une seule phrase disant qu'ils avaient appris son père et qu'ils devaient désormais surveiller le ciel. Cette même nuit, les 17 membres de la famille qui avaient été placés sous la protection américaine ont disparu de tous les systèmes de suivi fédéraux. Leur historique de dossier s'est soudainement arrêté. Il n'y avait aucun enregistrement de transfert, aucun journal de sortie et aucun signe qu'ils avaient été déplacés vers un autre endroit. C'était comme si leurs identités avaient été effacées en un instant. Les experts qui ont examiné la séquence des événements ont déclaré que cela ne ressemblait pas à de la coopération. Une véritable coopération signifierait entrer dans un programme de protection des témoins pour fournir des renseignements, témoigner ou guider les enquêteurs à travers les opérations des cartels. Mais le modèle ne correspondait pas à cela. Le timing suggérait quelque chose de différent. Les analystes pensaient que la famille était entrée dans le programme de protection des témoins pour obtenir un accès direct au système lui-même, aux maisons sûres, aux canaux de transport, aux bases de données restreintes et aux identités protégées normalement utilisées pour les témoins à haut risque aux États-Unis. Quand ils ont disparu, cela ressemblait moins à une dissimulation qu'à une utilisation du système pour disparaître de leur propre chef. La Renaissance. En quelques heures, les agences de renseignement américaines et mexicaines ont formé une task force d'urgence conjointe pour analyser les images, les drones impliqués et le message délivré à la fin. Les analystes étaient d'accord sur le premier point. Ce n'était pas une opération de cartel traditionnelle. Les drones ont montré des trajectoires de vol coordonnées, un timing synchronisé et des commutateurs de communication cryptés qui n'avaient été vus que dans des essais militaires limités. Cela a obligé les agences à réévaluer leur perception des Chapitos, les considérant non plus comme un simple groupe criminel violent, mais comme une organisation évoluant technologiquement, capable de mener des opérations offensives. Des équipes satellites ont été assignées pour scruter les zones entourant la disparition de la famille. Aucune trace n'a été trouvée. Les enregistrements thermiques ont indiqué que les drones n'ont pas été lancés localement, ce qui suggère que les fils avaient développé des systèmes de déploiement à distance permettant de contourner la surveillance des frontières. Cela a changé l'enquête du jour au lendemain. Si des drones pouvaient être lancés depuis des plateformes cachées à l'intérieur du Mexique et contrôlés depuis l'extérieur de la région, alors Los Chapitos avaient étendu leur influence sans exposer leur chef. Le message dans la vidéo a été analysé ensuite. Les agents du renseignement ont conclu que cela n'était pas destiné au grand public. Il était dirigé contre des factions rivales et contre les gouvernements qui les suivaient. L'emblème en flamme était un signal indiquant que les frères réactivaient des réseaux loyaux uniquement à leur père. Beaucoup de ces réseaux étaient restés inactifs pendant des années, intégrés dans des entreprises de transport, des centres de communication et des circuits financiers. Les analystes du groupe de travail ont appelé ce schéma « Opération Renaissance », probablement le nom d'une réorganisation interne visant à reconstruire le cartel sous une chaîne de commandement unifiée. La découverte la plus inquiétante est venue des unités de cybersécurité. Quelques heures après la diffusion de la vidéo, des sondes numériques coordonnées ont été détectées à travers l'infrastructure frontalière. Il ne s'agissait pas d'intrusion, mais de tentatives de cartographie, ciblant les registres de vol, les horaires portuaires et les registres de drones commerciaux. Le moment correspondait à la diffusion de la vidéo. Les agences ont conclu que les fils testaient la vitesse de réponse, évaluant à quelle vitesse chaque gouvernement pouvait identifier, suivre et isoler de nouvelles menaces. À la fin de la semaine, les enquêteurs ont compris que la disparition faisait partie d'une stratégie plus large. Elle n'était pas destinée à provoquer la panique. C'était destiné à tester le système. Les frères observaient pour voir quelles agences répondaient, à quelle vitesse elles réagissaient et où se trouvaient les failles lorsque la pression survenait sans avertissement. Ces réactions leur ont donné une carte du fonctionnement de la sécurité américaine en temps réel.
Les responsables ont admis plus tard en privé qu'après avoir vu le schéma, ils ne pouvaient plus prévoir ce que le cartel pourrait faire ensuite. Que pensez-vous du message d'El Chapo? N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.